Les Canadiens sont sous le choc de l'attentat perpétré hier au cœur même de leur démocratie parlementaire. Dans les circonstances dramatiques, ce soir, ils réagissent déjà en envisageant de renforcer l'arsenal antiterroriste. Abraham Ziziadis. 24 après la fusillade d'Ottawa, la sécurité de la capitale canadienne reste sur les dents. Un homme suspect est intercepté à l'arrivée du Premier ministre ce matin, près du monument aux morts. Fausse alerte, il s'agira d'un SDF. La fusillade d'Ottawa est un événement sans précédent au Canada. Le gouvernement parle d'un second acte terroriste depuis lundi dernier, lorsqu'un premier militaire a été écrasé dans la banlieue de Montréal. La presse canadienne évoque dans les deux cas des profils de djihadistes récemment convertis. J'ai entendu comme des sons de pétards, une dizaine. J'ai pensé à de la dynamite ou quelque chose comme ça. Ensuite, la sécurité a fait irruption dans le bâtiment et dans les couloirs du Parlement. Le drame qui a choqué le Canada n'a duré que quelques minutes. Un tireur abat froidement un garde militaire, monte dans une voiture, surprend la sécurité du Parlement, pénètre dans le bâtiment où sont réunis des députés et le Premier ministre et tire à tour de bras avant d'être abattu. Je travaillais dans le bâtiment, je suis resté 16 heures, une longue journée à cause d'un fou. Le Canada, qui a rejoint la coalition internationale contre l'État islamique, se trouvait jusqu'ici relativement épargné par le terrorisme. La presse parle aujourd'hui de 11 septembre canadien. Je crois que la population a été choquée par cet événement et qu'elle va devenir très méfiante. Ce matin, le Parlement canadien a tenu une séance exceptionnelle. Nous sommes ici dans notre Parlement et toujours à nos postes pour servir notre démocratie. Le Parlement canadien qui s'apprête dès aujourd'hui à adopter une série de lois pour renforcer la surveillance et la détention de suspects d'actes de terrorisme. Les collégiens suisses se sont retrouvés bien malgré eux au cœur de l'événement. Ils étaient en visite dans le Parlement du Canada. Un agent de sécurité les a enfermés dans une chapelle pour les protéger. Ils y sont restés 9 heures durant, de 10 heures à 19 heures locales, dans ces lieux avant de pouvoir sortir et rentrer demain en Suisse. Les jeunes fribourgeois sont évidemment éprouvés. On va entendre un témoignage par téléphone. Jean-Philippe Chalère, Nicolas Baird. On faisait la queue pour aller dans l'ascenseur. On a entendu un coup. Et puis, on s'est dit, c'est peut-être un caméraman qui a laissé tomber sa caméra. Et puis, on a entendu un deuxième coup. Puis là, tout d'un coup, il y a un garde de sécurité qui est avec nous. Il a crié « Everybody go inside ». Puis on a tous couru. Il y a des gens qui sont tombés, qui se sont fait un peu mal. Il nous a enfermés dans la chapelle avec lui. Donc là, on ne savait pas trop ce qui se passait. Puis après, il y a eu une monstre fusillade. On n'était pas vraiment trop au courant. On recevait des messages des gens de l'extérieur. Comme quoi, il y a eu quelque chose. Nous, on était enfermés dans la chapelle. Puis, de temps en temps, la sécurité qui était avec nous recevait des messages. Puis, ils essayaient de nous communiquer. Mais après, je ne sais pas s'ils pouvaient nous dire des choses ou bien quoi. Genre, juste un qui était blessé, puis l'assaillant qui a été abattu. On n'a plus trop de stress. On se dit que c'est derrière. Maintenant qu'on va partir, on a eu l'ambassadeur qui est venu nous dire qu'il était fier de nous. On a eu le chef du consulat qui va nous accompagner à l'aéroport pour nous faciliter un peu la tâche pour rentrer. Ce soir, un point essentiel de l'enquête est de reconstituer le parcours de l'assaillant. Des médias canadiens décrivent un homme de 32 ans converti à l'islam radical. Peter Bernie. Il vient d'abattre un soldat et pour se rendre plus rapidement à l'entrée du Parlement, il s'empare de cette voiture. Ce sont les seules images pour l'instant montrant le tueur lors de sa cavale meurtrière au cœur d'Ottawa. Il s'appelait Michel Zehav Bibo, né en 1982 au Canada, fils d'un homme d'affaires libyen et d'une Québécoise, une fonctionnaire fédérale qui travaille à la Commission de l'immigration et des réfugiés. Selon certains médias canadiens, il s'était converti à l'islam radical. Sur Internet, pas de traces de son fanatisme supposé, pas de Facebook ou de Twitter prônant le djihad. Les services de sécurité canadiens surveillaient pourtant celui qu'ils présentaient comme un voyageur à haut risque. Il s'était d'ailleurs fait récemment retirer son passeport. Le trentenaire avait également un casier judiciaire pour des histoires de possession d'armes, de vol et de stupéfiants. Michel Zehav Bibo a agi seul
Mais impossible pour l'heure de savoir si des complices l'ont aidé à préparer cette attaque. Le tireur a finalement été abattu par cet homme qui tient une arme à la main. C'est le chef de la sécurité du Parlement, Kevin Vickers, 58 ans. Kevin Vickers est devenu un héros national dans un pays qui se demande aujourd'hui quelle est l'ampleur de la menace terroriste. 90 Canadiens présents sur le sol national sont soupçonnés de vouloir fomenter des attentats par les services de renseignement. Voilà, on entendait ce chiffre, 90 Canadiens, la piste djihadiste renvoie à une réalité désormais chiffrée. Des centaines de candidats au djihad existent en Europe. Rien que pour la Suisse, 55 départs de djihadistes ont été recensés. Les chiffres sont beaucoup plus importants encore dans un pays comme la France. Michel Beuret. La France en alerte permanente. Par ses engagements militaires, son passé colonial et sa mixité culturelle, la France serait le pays le plus exposé en Europe à une attaque. Paris dénombre à ce jour près de 1000 individus partis faire le djihad ou capables de passer à l'acte en France. 4 djihadistes issus du même quartier à Montpellier ont été tués ce week-end encore en Syrie, malgré les mesures du gouvernement. Nous prenons ces dispositions parce qu'il existe un risque potentiel réel. Pour cet ancien chef de la lutte antiterroriste en France, le risque zéro n'existe pas. Il ne faut pas s'imaginer que ces gens-là soient sous surveillance physique tous les jours, tous les nuits. Non. Mais en revanche, il y a des surveillances techniques, des écoutes téléphoniques qui permettent de sentir si l'individu est dans une phase plutôt calme ou au contraire dans une phase d'excitation. Depuis 20 ans, la France semble rôder dans la lutte antiterroriste. Le plan Vigipirate remonte à 1995 et à l'attentat contre le RER Saint-Michel-Notre-Dame, 8 morts et 117 blessés. Désormais, la menace semble plus diffuse car les groupes djihadistes ont fait place aux loups solitaires. Mohamed Merah, par exemple, un jeune Français pourtant sous surveillance, passe à l'acte en mars 2012. À Montauban puis à Toulouse, il tue 7 personnes, dont 3 enfants, devant une école juive. En mai de cette année, un autre loup solitaire ouvre le feu sur un musée juif à Bruxelles. Mehdi Nemmouche, arrêté à Marseille, revenait de Syrie. Cet automne, le Parlement a adopté une loi antiterroriste permettant que l'on interdise de sortie de territoire ceux que l'on soupçonne d'être candidats au djihad. C'est la moins mauvaise des mesures. Il est préférable de le garder, ce candidat djihadiste, sur le territoire national avec son potentiel de haine, plutôt que de le laisser partir pour qu'il revienne, s'il revient vivant, avec un peu plus de haine, un peu plus de technicité, un peu plus de professionnalisme dans sa haine. Empêcher un candidat au djihad de partir serait donc un moindre mal, au risque de l'encourager à agir dans son propre pays. Georges Malbruno, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une double légitimité pour évoquer ce sujet. Journaliste, spécialiste du Proche-Orient, vous signez Les Chemins de Damas, mais aussi ancien otage des islamistes. Quand on voit ces vocations djihadistes qui se multiplient, l'assaillant présumé au Canada, avant lui Mohamed Merah en France, on parle maintenant de centaines de personnes en Occident. Le nombre devient très impressionnant. Oui, et c'est la grande différence avec les djihad qu'on a pu connaître auparavant en Irak, en Afghanistan, c'est que là, on a affaire, par exemple en France, à 1000 personnes qui sont en Syrie. Pourquoi 1000 ? Parce qu'en fait, ça a été un djihad qui était autorisé et qui a longtemps été facile. Autorisé parce qu'au début, tout devait être fait pour combattre, faire tomber Bachar el-Assad. Donc finalement, on le laissait faire. Les Turcs, notamment, le laissaient entrer. Et puis facile, parce qu'il suffisait simplement de prendre un billet d'avion Paris-Istanbul. Ensuite, vous n'aviez pas besoin de visa. Ensuite, vous aviez des passeurs qui vous conduisaient jusqu'à la Syrie. Votre journal Le Figaro évoque ce matin des centaines d'islamistes radicaux dans les prisons en France. Ils sortiront un jour, d'autres entreront. On sent que ça devient si nombreux que c'est ingérable. C'est effectivement ingérable, parce qu'il y a l'incubateur des impacts que ça a pu avoir. Aujourd'hui, simplement, on est face à un phénomène de nombre. Et donc, il y a une grande crainte en France. Chaque djihadiste, présumé, il appelle combien de surveillants ? Il faut grosso modo une trentaine de policiers pour surveiller, pour écouter un djihadiste. Ouais. Donc on en a 200 aujourd'hui qui sont rentrés de Syrie. Donc 200 par 30, ça fait déjà 6000. Il y a quelque chose de vertigineux. Souvent, ce sont des gens apparemment normaux qui, sur Internet, par endoctrinement, etc., arrivent à ce délire meurtrier. Comment est-ce qu'on explique ça ? Effectivement, il y a aujourd'hui
presque cette raz-de-marée de jeunes qui viennent de tous milieux sociaux, de toutes régions, parfois des très jeunes, des filles qui ont 15-16 ans, et parce que je crois c'est une forme aussi de rejet de la société dans laquelle ils vivent, de rejet de l'intégration, de rejet de la politique française à l'égard de la Syrie. Vous signez Les chemins de Damas, vous racontez des scènes notamment à Genève lors de la conférence sur la Syrie. Il y a eu un aveuglement de la France notamment, mais d'autres, sur la montée en puissance des islamistes en Syrie. On a voulu absolument écarter Bachar el-Assad, on a sous-estimé l'autre danger. Effectivement, pendant longtemps, on a refusé de voir que les opposants modérés étaient finalement marginalisés par les islamistes, frères musulmans, au début, et les Français et d'autres, obsédés par leur désir de renverser Bachar el-Assad, disaient finalement, laissons faire et laissons nos amis qatariens gérer le dossier, ensuite les Saoudiens, qui ont favorisé des islamistes, qui aujourd'hui, ces islamistes, sans être djihadistes, dénoncent les frappes d'ailleurs occidentales contre Daesh. Georges Malbruno, merci. On vous lira Les chemins de Damas chez Robert Laffont. Merci beaucoup. Merci.